Effectivement, j'ai souhaité conduire à nouveau une liste pour ces élections municipales, tout simplement parce que nous avons conscience, toute l'équipe qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui, d'avoir fait beaucoup de choses. Nous sommes satisfaits d'un bilan que tout le monde considère comme un bilan riche et plutôt réussi. Il n'en demeure pas moins que je le vérifie, et cela m'avait été dit d'ailleurs par d'autres collègues maires, qu'un mandat, ça passe finalement très vite, que les dossiers sont souvent très longs à préparer et à monter et à réaliser. Et même si nous avons réalisé beaucoup de choses, nous avons des dossiers en cours que je voudrais voir aboutir parce qu'ils me tiennent à cœur. Et nous avons bien sûr des projets importants que nous développerons dans le prochain mandat. Alors effectivement, un mandat, c'est souvent difficile, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça suppose parfois des sacrifices dans sa vie personnelle ou familiale, et bien entendu, certains élus, soit parce qu'ils sont relativement âgés, soit parce qu'ils ont mesuré la charge de travail que c'était, ont préféré ne pas repartir. Pour autant, la liste que je conduis est une liste qui aura une double particularité. Tout d'abord, une liste avec une ossature d'environ la moitié des élus sont des sortants. Et parmi ces élus sortants, il y a des élus qui ont de l'expérience. Indépendamment de moi-même, maire sortant et vice-président du conseil général, j'ai une première adjointe, Elisabeth Bonjean, qui est également conseillère régionale d'Aquitaine. Et j'ai des adjoints qui repartent et qui ont tous une bonne expérience et de la vie municipale et des dossiers et qui connaissent parfaitement la ville et qui constituent pour moi l'ossature de cette équipe que je conduis. Bien sûr, à la fois pour remplacer les élus qui ne se représentent pas, mais aussi pour apporter des compétences et un enthousiasme renouvelé. J'ai sollicité de nouveaux candidats. Ce sont des candidats qui sont représentatifs de la sociologie de la ville. Ils sont aussi, et c'est pour moi important, originaires de tous les quartiers de la ville. Et j'insiste là-dessus parce que tous les candidats sont originaires de Dax et représentent l'ensemble des quartiers, ce qui n'est pas le cas d'autres listes, et notamment celle de mon principal adversaire, qui est allé chercher des candidats, à commencer par lui-même, en dehors de la ville où il se présente. Donc des candidats nouveaux, et parmi ces candidats nouveaux, bien entendu, il est difficile d'en citer un plus qu'un autre, mais j'ai différentes sensibilités politiques, j'ai des candidats issus du Parti socialiste, des candidats issus du Parti communiste, et j'ai aussi des candidats qui se revendiquent écologistes, sans être pour autant encartés dans un parti quelconque. Donc une liste diverse, une liste représentative de ce qu'on appelle communément les forces de gauche et humanistes, forces de progrès, une liste rajeunie, puisque nous avons des candidats de 25 ans, deux ou trois candidats de 25 ans, des candidats aussi qui sont issus de professions intéressantes pour une ville compte tenu de leurs compétences, dans le domaine de l'urbanisme par exemple, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de l'habitat. Nous avons une diversité de compétences qui me laisse penser que cette liste est une liste équilibrée par sa représentation géographique, équilibrée par sa représentation sociologique et également équilibrée par sa représentation des différentes tranches d'âge où nous couvrons entre 25 ans et 72 ans, nous couvrons l'ensemble des générations que l'on peut rencontrer dans une ville. Alors, dans ce mandat, nous avons bien sûr couvert l'ensemble des compétences municipales, mais nous avons un souhait particulier, c'est d'évoluer dans tout ce qu'on appelle la solidarité. Et la solidarité commence bien sûr par l'attention que l'on porte aux personnes les plus fragiles. Dax a une particularité, il y a plus d'un tiers de la population qui a plus de 65 ans. Donc beaucoup de personnes seniors ou personnes âgées. Et donc pour ces personnes-là, nous voulons développer le service d'aide à domicile pour ceux qui peuvent
rester à domicile à travers notamment les aides ménagères, les auxiliaires de vie, le portage des repas. Mais pour ceux qui, à un moment donné de leur vie, compte tenu de leur isolement et bien souvent de leur état de santé, ces personnes âgées qui deviennent dépendantes, qui perdent leur autonomie, nous sommes en train de finaliser un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Il est situé rue Malraux. Cet établissement accueillera 80 personnes dépendantes, dont 14 atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est pour moi, mais je pense pour mon équipe, un équipement important que l'on veut voir aboutir. Et puis, il y a dans la catégorie des plus de 65 ans, il y a des personnes qui choisissent de vivre en résidence senior. Il existe sur Dax 2 résidences seniors privées. Nous proposons de réaliser une résidence senior publique qui offrira un hébergement et des conditions d'accompagnement et d'animation adaptées et qui sera également ouverte sur la ville pour recevoir des adultes relativement des retraités qui pourront venir déjeuner ou pratiquer des activités de loisirs dans cet équipement. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Le deuxième point, c'est celui du logement. Nous avons à Dax 1800 logements qui dépendent de l'Office public de l'habitat. Nous en avons 500 qui dépendent de la société anonyme Habitat Landes-Océane. Notre souhait est de poursuivre tout le travail de réhabilitation important qui a été entamé dans le mandat qui se termine. Et nous voulons poursuivre pour rendre à ces familles, ces populations qui sont dans cet habitat à loyer modéré, nous voulons leur donner des conditions de vie et d'hébergement décentes, confortables, avec en particulier un effort sur l'isolation à travers la réfection des huisseries et des toitures et des couvertures de façade isolantes. Nous voulons leur permettre de vivre également dans des conditions d'économie d'énergie pour retrouver un pouvoir d'achat amélioré. Et bien entendu, dans l'habitat, nous voulons construire de l'habitat social, certes, mais aussi faciliter l'accession à la propriété dans le cadre de lotissements communaux que nous conduirons. C'est pour nous, ce point-là est un point important, c'est celui qui concerne la solidarité. Bien entendu, dans une ville, nous voulons également, et c'est aussi le sens de ma volonté de poursuivre, nous avons engagé l'opération Cœur de Ville qui s'est traduite particulièrement par un effort au niveau de la piétonisation autour de la Fontaine Chaude qui se poursuit aujourd'hui sur l'esplanade Charles de Gaulle. Eh bien, cette piétonisation du Cœur de Ville, nous voulons la poursuivre pour aller vers le centre-ville et notamment vers les Halles, faire en sorte en particulier que les rues qui conduisent à la place Roger Ducos et la place Roger Ducos elle-même deviennent une place piétonne et ce faisant soient plus attractives pour les piétons, les Dacois, les touristes et les curistes qui apprécient de pouvoir se promener dans le centre-ville. Et nous sommes convaincus qu'une ville agréable, une ville où l'on a plaisir à se promener, où l'on a plaisir à venir faire ses courses ou boire un verre, aller au restaurant, est une ville qui devient attractive et cela participe à l'attractivité des commerces du centre piétonnier d'Aqua. Dans le même ordre d'idées, c'est à la fois de l'urbanisme mais c'est aussi de l'économie. Notre volonté est de réduire la place à la voiture en surface et nous construirons un parking enterré en lieu et place du parking semi-enterré appelé parking de la cathédrale qui est inesthétique. Nous enfoncerons ce parking pour mettre 300 places en cœur de ville à disposition de ceux qui veulent se garer en centre-ville et ça nous permettra de supprimer des voitures qui sont aujourd'hui qui occupent l'espace public et qui sont à la fois inesthétiques et sans doute préjudiciables à cette qualité de vie que nous voulons retrouver. C'est un point important. Dans le domaine économique et commercial de centre-ville, nous avons un projet fort qui concerne le bâtiment qui est tout près d'ici, à savoir les Halles. Nous souhaitons moderniser cet équipement et en particulier récupérer l'espace très peu utilisé du carreau des Halles afin de permettre de réinstaller
dans des espaces élargis, dans des étals améliorés en qualité esthétique, mais aussi pour améliorer le confort des commerçants et de leurs clients. Nous voulons restructurer l'ensemble des commerces des Halles, en faire un lieu de vie, un lieu de commerce, mais un lieu de plaisir, où on puisse aller retrouver, acheter les produits du terroir et ces produits frais dont nous sommes tous friands. Et ce faisant, en gardant les Halles en cœur de ville, nous sommes convaincus que nous participerons à cette redynamisation du cœur et de l'économie du centre-ville. Parallèlement, puisque j'évoque les Halles, je suis obligé d'évoquer également le marché couvert, qui est un autre bâtiment emblématique, qui est, il faut bien le dire, une verrue aujourd'hui, un bâtiment vétuste, obsolète, qui ne correspond plus à ce qu'on peut attendre d'un marché couvert en cœur de ville. Nous le détruirons et nous le remplacerons par une structure légère qui permettra de poursuivre l'activité de marché du samedi, du dimanche, le marché à la brocante 2 jeudis par mois, et en même temps, et c'est pour nous important, qui nous permettra de réaliser cette structure sans pénaliser tout le commerce qui entoure, ces petits commerces qui entourent le marché couvert, qui vont de la boulangerie au restaurant, aux fleuristes, en passant par le coiffeur, le traiteur, etc. Nous préserverons ce commerce de quartier, cette image de quartier et cette vie de quartier qui pour nous est importante, mais bien sûr nous améliorerons la qualité du bâtiment marché couvert en le remplaçant par une structure moderne et plus légère. Vous avez raison, aujourd'hui, ce qui préoccupe nos concitoyens et qui doit être une priorité pour les élus, c'est participer à l'emploi, au maintien ou à la création d'emplois. Aujourd'hui, c'est sans doute une des raisons majeures d'un engagement d'un élu. Sur Dax, nous avons une activité qui a été historiquement essentiellement basée sur le thermalisme médical traditionnel, qui est une activité importante à Dax et qui génère de l'emploi pour Dax, mais aussi pour les communes environnantes. Bien entendu, notre priorité, ce sera de soutenir et si possible de permettre le développement du thermalisme médical traditionnel sous des formes diverses à travers la communication, l'information et les aménagements urbains dont je vous ai parlé. Le deuxième point que je veux souligner, c'est le commerce. Le commerce à Dax a été historiquement une activité forte, déclinée du thermalisme, mais aussi parce que Dax était la ville qui attirait les populations venant de Chalosse, du Marensin, voire du Pays d'Orte. Et il faut aujourd'hui trouver les moyens de faire revenir à Dax cette clientèle qui s'est un petit peu dispersée dans des commerces de proximité dans les villes alentours. Nous avons porté un projet qui malheureusement pour l'instant n'a pas abouti, c'est de développer sur l'espace Maurice Boyau un projet commercial qui viendrait compléter un équipement sportif pour le rugby professionnel et qui nous permettrait de relier sur le plan urbain les commerces Leclerc, Carrefour, les grandes surfaces, au commerce piétonnier du centre-ville par ces aménagements urbains et par ces flux de population et de chalands. En même temps, je le disais à l'instant, le thermalisme médical traditionnel est la richesse de Dax, mais on voit bien aujourd'hui que ce thermalisme médical ne progresse pas à la vitesse que nous voudrions. Nous avons comme volonté de diversifier l'activité thermale traditionnelle sous d'autres formes d'activité pour bénéficier des équipements que nous avons à Dax, et en particulier, je voudrais parler du Splendide. Le Splendide, aujourd'hui, sera destiné à accueillir une clientèle hôtelière de 4 étoiles et une restauration qui sera montée en gamme et qui sera une restauration gastronomique. Au-delà de l'accueil hôtelier et pour un public peut-être plus aisé, nous voulons créer sur l'hôtel Splendide 2 équipements complémentaires, à savoir un équipement dédié au tourisme de santé, les spas, la remise en forme, le bien-être,
qui draineront une clientèle différente que la clientèle thermale médicale, une clientèle sans doute plus jeune et qui viendra diversifier la fréquentation de Dax. Et deuxièmement, sur cet hôtel Splendide, nous avons la volonté de réaliser des salles de séminaires et de congrès pour faire de la destination Dax et Splendide en particulier une destination du tourisme d'affaires qui accueillera des congrès, des séminaires entre 50 et 400 personnes. C'est la capacité que l'on peut accepter et que l'on peut imaginer. Et cette clientèle, on le sait, est une clientèle qui vient pour 2, 3, 4 jours maximum, mais c'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat généralement supérieur et qui est estimée, là où existent des lieux de congrès, entre 300 et 400 euros par jour, qui se répartissent dans l'hôtellerie, la restauration, mais aussi les commerces de proximité. Donc cette diversification nous paraît de nature à redynamiser l'attractivité de Dax, l'attractivité hôtelière du Splendide, mais aussi l'attractivité commerciale du centre-ville. En tout cas, c'est le projet que nous portons et qui viendra, j'en suis sûr, redynamiser l'activité de Dax. Alors effectivement, aujourd'hui, toutes les collectivités, qu'elles soient régions, départements ou communes, constatent que les budgets seront de plus en plus tendus et l'État a clairement annoncé que les dotations de l'État seraient réduites. Donc la ville de Dax aura également à subir et à gérer cette situation. Dans les projets que je vous ai présentés de façon très rapide, vous avez remarqué qu'il y a des projets qui sont de dimension raisonnable. Et les propositions que nous faisons pour ce mandat sont des propositions raisonnables, réalistes et adaptées aux capacités financières de la ville que je connais parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas lancés dans des grands projets pharaoniques que nous ne pourrions pas réaliser. J'observe que mon adversaire principal, à l'inverse, lance des propositions qui ont un coût important et même, je dirais, hors de portée des finances communales. Et je me demande bien comment il pourrait les réaliser s'il était demain en responsabilité. Par contre, nous avons bien entendu pris en compte la baisse des dotations de l'État et la nécessité de tenir compte aujourd'hui de la situation économique et aussi de la situation de nos concitoyens. Premièrement, les projets que nous portons sont des projets raisonnables, réalistes, adaptés à nos finances. Deuxièmement, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité durant le prochain mandat. Pendant les 6 ans à venir, les impôts n'augmenteront pas à Dax. Et troisièmement, bien entendu, nous sommes entrés comme d'autres collectivités et nous demanderons à ce que soit intensifié tout ce qu'on appelle mutualisation avec les services de l'agglomération du Grand Dax. En effet, aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il est absurde qu'une ville ou que des villes de taille voisine et l'agglomération telle que celle du Grand Dax disposent de services qui font doublon. Est-il nécessaire d'avoir à l'agglomération un service juridique, à Saint-Paul-les-Dax un service juridique et à Dax un service juridique? Est-il nécessaire d'avoir à Dax un service urbanisme à Saint-Paul et un autre à l'agglomération? Est-il nécessaire d'avoir tous ces doublons? Et donc, un des objectifs de ce mandat et un des principaux travaux engagés pour les élus de Dax, mais de ceux des communes environnantes, ce sera de chercher comment mutualiser les personnels et les services pour faire des économies et ce faisant permettre de réaliser des équipements nécessaires pour le confort de nos concitoyens, pour améliorer la qualité de vie notamment, sans pour autant dépenser de l'argent inutilement. Donc c'est un objectif, et je dirais même maintenant que c'est une priorité, un enjeu, mais qui n'est pas propre à la ville de Dax. Ce sera un enjeu à partager avec les communes rurales, avec la ville sœur de Saint-Paul et avec l'agglomération du Grand Dax. Nous sommes tout à fait clairs là-dessus, nous sommes déterminés et je crois que ce sera un des grands chantiers des équipes qui dirigeront nos collectivités dans les 6 ans à venir.
Alors vous avez raison de le dire, on a le sentiment, les uns et les autres, et y compris nous-mêmes, candidats sur le terrain, les gens sont très sensibilisés à l'élection municipale, qui sera le prochain maire, d'où viendra la prochaine majorité, et ils parlent très peu de l'élection qui a lieu le même jour, avec le même bulletin de vote pour le conseil communautaire. Alors comment expliquer? Bien, vous pouvez y contribuer à travers cette interview, et je pense que les médias peuvent y contribuer aussi. Expliquer que pour la première fois dans cette élection municipale, on aura à voter le même jour pour désigner les représentants de la ville au conseil communautaire. À Dax, pour l'élection municipale, on aura 35 noms, 35 candidats, et sur le même bulletin, dans une colonne séparée, on aura la liste des candidats qui seront candidats pour le conseil communautaire. En l'occurrence, il y aura une liste de 19 noms plus 2 suppléants. Donc 35 noms pour le conseil municipal, 19 noms et 2 suppléants pour le conseil communautaire. Les électeurs n'auront qu'à prendre le même bulletin et quand ils voteront à la fois pour désigner leurs représentants à la ville, au conseil municipal, et leurs représentants à l'agglomération pour le conseil communautaire. Pas le droit de rayer. S'ils rayent un nom sur une liste ou l'autre, le bulletin sera nul. Donc on vote pour une équipe et cette équipe est représentée sur les 2 conseils. Je crois qu'ils sont déjà convaincus, mais il faut malgré tout entretenir cette conviction. Donc nous avons déjà engagé une campagne depuis plusieurs semaines, à la fois à travers des publications. J'ai écrit personnellement à chaque concitoyen. Nous avons envoyé un document qui est la présentation de notre liste. Les 35 noms ont été présentés dans tous les foyers à travers un document papier. Et nous avons organisé bien sûr une réunion de présentation ici dans la salle des Halles. Nous avons ensuite envoyé un autre document résumant nos priorités et nous allons présenter dans les quelques jours qui viennent, nous allons apporter à chaque foyer, à chaque électeur, le programme de notre prochaine mandature où on détaillera bien sûr chacune des priorités telles que nous avons engagées. Parallèlement, nous tenons des réunions de quartier. Nous avons 2 à 3 réunions de quartier par semaine. Nous accueillons beaucoup de monde. Ce sont des réunions très intéressantes, beaucoup de questions, un réel intérêt. Et bien entendu, nous avons ensuite des contacts privilégiés, plus personnels, à travers des visites de quartier que nous faisons. Nous allons rencontrer les citoyens, soit dans des balades de quartier, soit en leur portant une invitation pour nos réunions. Et à travers ces contacts plus personnels, on recueille à la fois des remarques, des questions, des doléances, des critiques aussi, il faut les entendre. Et aussi, c'est l'occasion pour nous d'échanger et d'apporter soit des réponses, soit des propositions. Et ce travail-là, ce n'est pas un travail d'art, c'est vraiment un plaisir. Ce contact accentué avec la population, chez eux, dans leur village, dans leur quartier, je veux dire, dans leur domicile, c'est un contact différent de celui que j'ai parfois dans mon bureau, où les citoyens viennent me voir, mais souvent c'est pour exposer une difficulté administrative, un problème de logement, un problème de travail. C'est différent et c'est tout aussi intéressant et même très riche d'enseignement. Alors il est évident qu'aujourd'hui, ce qui est, semble-t-il, une généralité, c'est de dire qu'il y aura beaucoup d'abstention, compte tenu d'une part d'une crise économique qui sans doute décourage un certain nombre d'électeurs, compte tenu aussi de ce qu'on va qualifier d'affaires au niveau national et des choses qui sont assez décourageantes, y compris pour des élus comme moi, quand on voit toutes ces affaires qui salissent les hommes politiques, qui salissent la politique, il y a peut-être quelque chose là qui peut donner, qui peut susciter un rejet général.
moi je veux le dire, il ne faut pas se laisser aller à ce rejet général, parce que on voit bien quand même que la très 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 grande majorité des élus sont des élus, et toutes sensibilités confondues, je ne le dis pas seulement pour ceux de ma propre famille, mais les élus sont dans leur très grande majorité des élus dévoués, désintéressés, qui sacrifient beaucoup de leur vie au service de leurs concitoyens. Et une élection municipale, on connaît les élus, on connaît son maire, on connaît les adjoints, on connaît les conseillers municipaux, et on peut mesurer ce qui a été fait, donc on juge un bilan et on sanctionne. On peut dire je ne suis pas satisfait du bilan de l'équipe sortante, et on le sanctionne. On peut juger des projets qui sont faits, et des propositions qui sont faites pour la ville, sont-elles de nature à améliorer mon quotidien ou globalement la ville dans laquelle je vis. On peut mesurer la valeur des candidats, leur qualité humaine, leur qualité professionnelle, leur qualité d'engagement, de dévouement. Mais il faut voter. Moi, je pense que rien n'est pire que de laisser d'autres décider, et donc laisser une minorité décider de ce qui fait la ville et de ce qui fait sa propre vie. Et qu'on habite un quartier périphérique, qu'on habite en centre-ville, qu'on habite un logement HLM ou une maison, on a tous à vivre sa ville. Et notre proposition, nous, c'est de vivre sa ville le mieux possible. Et nous avons choisi un slogan, j'aurais pu commencer par ça, qui est mieux, encore et mieux. Autrement dit, ce que nous avons fait pendant 6 ans, nous proposons de le poursuivre, et si possible mieux, parce que, je le disais tout à l'heure, on n'a jamais terminé, il y a toujours des choses à faire, et nous voulons améliorer le quotidien de chacun, et en particulier en pensant à ce qui est peut-être la proximité immédiate. Et si on a fait de gros travaux, de gros chantiers, des équipements lourds, des crèches, des équipements sportifs, des maisons de retraite, ce sont des équipements structurants qui étaient indispensables dans cette ville parce qu'elle avait été laissée à l'abandon pendant 15 ans. On a eu un héritage vraiment où les équipements publics étaient en mauvais état. Nous avons reconstruit ou rénové. Et bien maintenant, il faut faire davantage dans la proximité immédiate. Les routes, les trottoirs, la qualité de vie, l'environnement, les équipements de quartier. Et c'est un des objectifs de ce mandat. Et comme je vous le dis tout à l'heure, ce sont des objectifs qui ne sont pas les plus coûteux, loin s'en faut, mais qui sont par contre, qui font la qualité de vie de chacun de nous dans une ville de 20 000 habitants.